Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech Co dédiée au streaming et aux séries qui sortent sur ces plateformes qu'on passe notre temps à regarder. Et cette semaine, focus sur la série événement de HBO, ça s'appelle Dune, prophétie. Après le succès en salle des 2 films de Denis Villeneuve, eh bien, l'univers de Dune s'étend en série, dans une série même, on va dire, assez ambitieuse, en tout cas sur sa promesse. Pour en parler, j'ai avec moi 2 éminents explorateurs d'Arrakis, on va dire, 2 amateurs d'épices peut-être, ça restera du domaine du privé, C'est ça. mais surtout 2 grands spécialistes de Dune, évidemment, à commencer par Lloyd Chéry. Salut Lloyd. Salut Clément, merci de l'invitation. Avec plaisir Lloyd, toujours un plaisir de te recevoir, journaliste, spécialiste de la science-fiction et de l'univers de l'imaginaire, on va dire au sens large, un rédacteur en chef adjoint de Métal Hurlant, auteur du livre Tout sur Dune, ça tombe bien, on va parler de Dune, et du podcast également C'est plus que de la SF. Voilà, je pense que tu étais le bon invité pour cette émission. Et un autre invité qu'il me fallait, c'était Romain Nigita. Salut Romain. Bonjour, je suis ravi d'être à nouveau dans cette émission. Eh ben, plaisir partagé, journaliste indépendant, spécialiste des séries et fin connaisseur également des mondes imaginaires. La dernière fois que vous étiez venus tous les deux, c'était pour parler du problème à 3 corps. Tout à fait. Déjà de la science-fiction. Mais cette fois, vous allez donc nous guider dans les méandres de Dune. C'est notre débat de la semaine. Alors, Dune prophétie, ça sort le 18 novembre sur Max. C'est une série labellisée HBO, donc on va dire. Mais ça raconte quoi ? Eh bien, la série se passe 10 000 ans avant les films. Rien que ça, voilà, c'est un petit monde d'écart. Exit donc la planète Arrakis, ces dunes de sable et ces vers atroces. Direction cette fois le siège de l'Empire où se jouent les luttes intestines pour le pouvoir, mariage arrangé, meurtre, contrebande d'épices, complot de couloirs. La totale de ce qu'on peut attendre un peu d'une série de ce genre. Et puis en parallèle, eh bien, on suit, ça qui est intéressant, la naissance du Bene Gesserit, j'espère que je l'ai bien dit, communauté de femmes qui est un peu à mi-chemin entre la secte et le lobby politique, qui place ces révérendes mères, des espèces de sorcières avec des pouvoirs un peu surnaturels, capables de détecter la vérité et les mensonges dans les paroles des puissants. Et voilà, elle les place pour un peu jouer leur jeu d'échecs, placer leurs pions dans les couloirs du pouvoir et murmurer à l'oreille notamment de l'empereur. Je n'irai pas plus loin, moi j'ai vu les 4 premiers épisodes, mes invités ont vu les 2 premiers. Et on a eu moins de chance, on en a vu que 2. Voilà, j'ai été privilégié, je ne le savais pas. Donc cette émission, je vous le garantis, il n'y aura pas de spoiler, on va juste vous parler de l'intrigue au sens large, et on va surtout étendre sur l'univers de Dune, assez incroyable, qui encore une fois est adapté, cette fois dans un nouveau format. Vous avez donc vu, messieurs, les 2 premiers épisodes. Vous êtes des fans tous les deux de l'univers de Dune, vous avez vu les films, vous avez lu les livres, vu les autres adaptations en amont. Qu'avez-vous pensé de cette série très attendue sur Max ? Allez, qui se lance, Lloyd ? Allez, moi j'ai été agréablement surpris parce que j'attendais pas grand-chose. Il faut savoir que ce Dune prophétie est une adaptation de La Communauté des Sœurs qui a été écrite par Brian Herbert, donc le fils de Frank Herbert, et Kevin J. Anderson, aussi connu pour les romans Star Wars. Et en fait, ces romans-là sont assez peu appréciés par les fans de la franchise. Il y a toute une bisbille entre Brian Herbert et puis le fandom Dune. Et donc tous les romans... considère qu'il n'est pas fidèle à c'est fidèle, mais c'est littérairement pas très intéressant, moins intéressant. C'est un peu ça qu'on dit. On dit que c'est de la littérature de plage. Moi, je trouve que les gens sont assez sévères, mais c'est du niveau du roman de Star Wars ou de certains romans Warhammer 40 000. Moi, j'apprécie. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout la puissance littéraire, symbolique qu'il y a dans les romans de Dune, écrits par Frank Herbert. Et donc, ce qui est compliqué, c'est que Brian Herbert a déjà pas très bonne presse au niveau des fans de Dune. Après, et c'est là où j'étais agréablement surpris, c'est que comme j'attendais pas grand-chose, et j'ai trouvé que le spectacle était au rendez-vous. Ça respectait bien ce qu'a fait Denis Villeneuve en termes d'imaginaire, en termes de propositions esthétiques et visuelles. On est totalement dans cet esprit-là. Ça m'a fait penser à la première mini-série Les Enfants de Dune qui avait été faite au début des années 2000 sur la chaîne Sci-Fi et qui amènera, grâce à ce succès, Battlestar Galactica plus tard. Donc moi, j'ai plutôt passé un bon moment, même si je trouve que ça manque un peu d'enjeu. Je trouve que, à la fin, on se dit, en tout cas à la fin des 2 premiers épisodes, on se dit so what. Mais ce qui est intéressant, on va, je pense, en débattre tous les 3, c'est autour de la représentation de la SF actuellement dans les séries TV.
on se retrouve avec une espèce de science-fiction, je dirais entre guillemets aseptisée, mais de très bonne qualité, où on a l'impression que cette esthétique de Dune, mais aussi cette esthétique de cette série Dune Prophétie, fait écho à d'autres esthétiques comme Fondation, et si on remonte un peu plus loin, inspiré, moi je pense de séries comme The Expanse et encore une fois Battlestar Galactica. Et donc on a l'impression de voir un peu la même chose, malheureusement, alors que ce qui fait le charme de Dune, c'est vraiment son univers qui a donné envie à plein d'artistes de s'y intéresser. Je pense à Alejandro Jodorowsky, Moebius, David Lynch, Wojtek Siunmak, pour ceux qui se souviennent encore des couvertures Pocket. Et donc c'est vrai que des fois on aimerait bien que cette adaptation soit un peu plus on va dire fulgurante, rayonnante, qu'on se lâche un petit peu plus visuellement, parce que c'est Dune, mais comme on est sur le canon qu'a mis Denis Villeneuve, pas forcément évident d'arriver à se sortir de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, historiquement, on a eu pendant à peu près plus de 30 ans le visuel David Lynch, l'esthétique David Lynch, qui en fait a condamné la franchise Dune à être une franchise maudite à Hollywood pendant une trentaine d'années. Et maintenant, Denis Villeneuve est arrivé et propose une nouvelle esthétique, plus glacée, un peu plus froide. Et donc, c'est maintenant cette esthétique-là qui prend le dessus. Donc forcément dans la série. On va rentrer en détail plus tard. Romain, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 premiers épisodes ? Déjà, j'ai été agréablement surpris de pouvoir les voir un jour, puisque cette série a failli ne jamais voir le jour. Il y a eu ce qu'on appelle un développement L, donc l'enfer du développement pendant plus de 5 ans. C'est un projet qui a été annoncé en 2019, donc un peu avant le Covid. Denis Villeneuve devait potentiellement réaliser le pilote et s'impliquer là-dedans. Finalement, pas du tout, puisqu'il a été trop occupé par la réalisation des 2 films. Il y a eu, je crois, 5 ou 6 showrunners qui se sont succédés, donc un bazar pas possible, des changements de casting. Donc finalement, le simple fait que cette série existe est en soi un petit miracle. Après, un peu comme Lloyd, au final, j'en attendais pas grand-chose. J'ai trouvé ça très bien fait, très professionnel. On sent qu'il y a du budget. C'est techniquement très bien réalisé, que ce soit les effets spéciaux, la musique, les décors. Les comédiens sont assez bons, notamment Emily Watson dans le rôle principal. Oui. La révérende mère. La révérende mère, voilà, vraiment le personnage principal qui raconte l'histoire en voix off, qui fait toute l'introduction. Là où j'étais un petit peu déçu, par contre, par rapport à Denis Villeneuve, ce que disait Lloyd tout à l'heure, moi, j'ai pas retrouvé vraiment l'esthétique, en tout cas en termes de mise en scène, il n'y a pas du tout le souffle. En termes de décor et de costume, oui, là, c'est beaucoup plus proche, mais ce qui est assez paradoxal, puisque c'est censé se passer 10 000 ans avant, là, on a l'impression que ça se passe la veille. En termes d'image, il n'y aurait pas un personnage qui nous dit, ou un sous-titre, je ne sais plus, qui dit 10 000 ans avant la naissance de Paul Atreides. On peut croire que ça se passe quasiment en parallèle. On a les mêmes costumes, les mêmes vaisseaux, voilà. Oui, moi, c'est un truc qui m'a frappé. Je me suis mis à la place de cette série et je me suis dit, c'est marrant, mais nous, on était où il y a 10 000 ans Et ça n'avait rien à voir. Voilà. En fait, là, on a atteint un truc où même on voit à un moment, il y a une image, sans spoiler du tout, une espèce de vision d'Arrakis. Puisque donc la série se passe pas du tout sur Arrakis, en tout cas pas là pas au début, et on voit à un moment une machine qui creuse pour de l'épice, qui est exactement la même machine que dans les films. Donc c'est-à-dire qu'en 10 000 ans, la technologie pour extraire l'épice visiblement, ça n'a pas évolué. Donc à ce niveau-là, je trouve qu'il y a quand même une petite déception. Alors est-ce qu'ils ont voulu la jouer prudemment en ne déstabilisant pas les gens qui ont vu les films, en ne proposant pas quelque chose de totalement différent, ce qui a été un petit peu l'écueil de George Lucas avec La menace fantôme, qui avait voulu tellement aller dans une esthétique opposée à la trilogie originale qu'une partie des fans avait été un peu déçus. Donc voilà, moi, où je trouve que en effet, il n'y a pas vraiment de prise de risque et pas de prise de risque non plus par rapport à tout ce qu'on trouve en SF depuis ces dernières années, où on a énormément de gros budgets, que ce soit des séries comme Fondation et autres. Donc, finalement, un produit presque banal. Je voulais qu'on parle des moyens, tu l'as un petit peu esquissé. Quand on fait une série de science-fiction aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'avoir des moyens assez importants. Visuellement, Dune, c'est par ailleurs un monde extrêmement riche. Est-ce que, en termes de moyens, est-ce que visuellement, cette série, pour vous, elle tient la route ? Ça tient la route en termes de décors, de costumes, de musique, même si finalement, si on vraiment fait le compte du nombre de décors, il n'y en a pas tant que ça. On est beaucoup dans des couloirs de palais. Sans trop spoiler, il y a une petite introduction au début du premier épisode qui raconte un peu où en est l'univers à cette époque-là. C'est des bons effets spéciaux d'il y a 10 ans. Sans trop rentrer dans les détails. Et ça rappelle d'autres franchises qui n'ont rien à voir avec Dune. Donc ça, je pense que ça vient plutôt des romans. C'est Lloyd qui pourra le confirmer. Mais là encore, je ne vais pas trop spoiler parce que je sais qu'on s'est fait taper sur les doigts quand on a fait l'émission sur le problème à 3 corps. Donc voilà, c'est ce que je disais juste avant. C'est très bien fait. L'argent est à l'écran. Mais on n'a pas l'impression de passer un cap
comme on a pu le faire à l'époque de séries comme Battlestar Galactica pour la SF spatiale ou avec une série comme Game of Thrones déjà sur HBO. Voilà, là on est dans la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui. Il n'y a pas de surprise, on n'est pas en train de se dire « Waouh, j'ai jamais vu ça à l'écran ». Si, j'ai déjà vu ça 10 milliards de fois. Pour revenir sur la question de cet univers qui ne change pas visuellement, en fait, ce qui est marrant, c'est que les romans de Brian Herbert et de Kevin J. Anderson sont très inspirés par Hamilton, qui a fait Captain Future, donc Captain Flamme, mais aussi d'Asimov. Et en fait, dans Asimov, dans Fondation, si vous lisez la saga Fondation, que je vous recommande de lire, puisque c'est vraiment des chefs-d'œuvre de la SF, qui sont des recueils de nouvelles, on voit que cet univers aussi qui se passe sur des milliers, des dizaines de milliers d'années, n'évolue pas forcément. Et en fait, on est dans cette espèce de science-fiction figée, sur plusieurs milliers d'années, qui moi me fait vraiment écho en fait à l'univers d'Asimov. Donc à ce niveau-là, ça me choque pas tant que ça, mais c'est vrai qu'on aurait voulu un peu plus de prise de risque. Et je rejoins totalement Romain à ce niveau-là. C'est vrai que la série est belle, elle est dans les standards que aussi fait très bien HBO et Max, mais il n'y a pas quelque chose de plus. Et en fait, c'est peut-être ça qui est un peu dommage, c'est qu'on aurait voulu une patte supplémentaire. Ou voir un vrai showrunner ou une vraie showrunneuse derrière l'écran. Là, on est sur un très très beau produit qui vraiment fait penser aux autres, on va dire, séries un peu imaginaires que proposent HBO et Max. On en parlait avant que l'émission commence, mais moi, ça m'a beaucoup fait penser à House of the Dragon, par exemple, dans les espèces d'enjeux politiques. Intrigue de couloir. Voilà, on te donne des money shots, donc les fameux plans d'effets spéciaux. Pour te dire que quand même, tu es bien dans une série de SF. Mais on retrouve un petit peu cette façon d'écrire. Et même si je pense que la première saison de House of the Dragon est beaucoup plus flamboyante. Moi, ce qui m'a un peu peut-être aussi surpris, moi j'ai bien aimé ces premiers épisodes, alors j'en ai vu deux de plus, je sais pas si ça change fondamentalement ce que vous avez vu, j'en dirai pas plus, mais ce qui m'a un peu surpris, parce que j'en attendais pas grand-chose non plus, c'est le nombre de liens qui sont faits quand même avec les films. C'est-à-dire que ça se passe pas du tout sur Arrakis, mais il est quand même mention d'Arrakis assez tôt, il y a un personnage qui vient de cette planète, on nous parle de l'épice, il y a clairement un enjeu, cette fameuse prophétie du titre qui semble avoir trait à l'épice et à Arrakis, comme s'il avait fallu forcément faire ce lien avec les films. On ne peut pas se permettre de faire une série qui soit certes brandée d'une, mais trop loin de l'univers. C'est évident. C'est évident. De toute façon, les films qui ont été des succès, surtout le numéro 2 qui a fait, je crois, 800 millions de dollars au box-office, c'est la nouvelle grande franchise de Warner, donc du groupe, du consortium. Et c'est sûr qu'il faut rattacher les wagons avec donc la tête du wagon, avec la tête qui est les Dunes de Denis Villeneuve, sachant qu'il va y avoir un troisième film, Le Messie de Dune, qui est censé clôturer cette trilogie. Mais oui, c'est totalement ça. D'ailleurs, les personnages parlent un peu pareil. Si vous écoutez bien comment parlent les femmes du Bene Gesserit dans cette série, on a l'impression d'avoir le même tempo en termes de paroles et de voix que dans le film Dune. On a des personnages qui sont des archétypes qu'on retrouve dans Dune. Je pense à Desmond, le personnage que vous allez voir dès le premier épisode, c'est Jason Momoa, quoi. C'est vraiment, même physiquement. Donc c'est assez rigolo parce qu'on voit que même dans le choix des personnages et des acteurs, on est dans une filiation en lien avec le film de Denis Villeneuve. Et je pense que c'est pour essayer d'imposer Dune comme étant une grande franchise ou une future grande franchise. Et on verra dans les prochaines années s'ils y arrivent, sachant que très très compliqué pour Hollywood ou même les séries d'adapter après les Enfants de Dune. Encore Dune et le Messie de Dune, c'est adaptable. Après les Enfants de Dune, l'Empereur Dieu et compagnie avec Leto 2, ça me paraît très difficile. Le lien aussi se fait à travers les personnages, les Harkonnen et les Atreides qui étaient l'opposition. Les deux clans, Voilà, les deux clans qui cimentaient l'intrigue de Dune. On les retrouve dans cette série, principalement les Harkonnen, puisque donc la révérende mère est membre de la famille des Harkonnen, voilà, Valia Harkonnen. On aperçoit la famille. Atreides, on en parle à travers aussi notamment le djihad butlérien qui est cette fameuse introduction dont tu parlais. Les Atreides sont là, les Harkonnen sont là, encore une fois, tout nous ramène au film en fait, tout nous ramène à l'intrigue qu'on verra 10 000 ans plus tard et qu'on a vu dans les films. Il faut lancer des noms que les téléspectateurs connaissent, mais en effet, des fois, ça peut paraître un petit peu forcé. Bon, évidemment, là, ça vient pas uniquement de la série, mais aussi des romans en préquels, mais c'est vrai qu'on retrouve ça dans toutes les stratégies de toutes les plateformes qui ont besoin de franchise. Paramount fait ça avec Star Trek et Yellowstone, Disney fait ça avec Star Wars et avec Marvel. Donc voilà, la franchise de chez Warner, on a DC, donc on fait Pingouin, là, qui vient d'être diffusé, qui va servir de pont entre les deux films The Batman. Donc forcément, ils sont un peu obligé de créer ces ponts pour rassurer les gens, pour
aussi leur faire croire plus ou moins que c'est indispensable de voir cette pièce du puzzle pour tout comprendre, même si à force, avec justement les 20 000 séries Star Wars et Disney, on a fini par comprendre que c'était pas du tout indispensable de tout voir. Mais oui, il y a clairement cette stratégie un peu, je parlais des séries Star Trek, où quand on a relancé la franchise sur Paramount+, il a fallu lui faire de l'héroïne la sœur adoptive de Monsieur Spock. Ce qui n'a pas grand intérêt quand on voit la série en tant que telle, mais il faut toujours comme ça accrocher en disant oui, c'est le petit cousin du concierge du beau-frère. Ça se comprend peut-être un peu plus dans Dune quand on connaît justement les révélations du deuxième film entre les Harkonnen et les Atreides. Là, c'est vrai que les Atreides, pour l'instant, en tout cas sur les 2 premiers épisodes, ne sont cités que d'une manière très succincte. Annexe, ouais. C'est vraiment les Harkonnen qui sont au premier plan, mais encore une fois, je pense qu'en tout cas, sur le début de la série, elle pourrait s'appeler Valia Martin ou Durand, ça ne changerait pas grand-chose. Alors peut-être que pour la suite, ça c'est plus Lloyd qui pourra le confirmer ou pas, mais oui, c'est évident qu'il faut raccrocher les wagons, encore une fois, comme le disait Lloyd, il faut absolument convaincre les gens, si vous avez aimé le film, abonnez-vous à Max. C'est surtout ça, abonnez-vous. C'est ce qui est intéressant avec les 2 grandes familles de Dune, les Atreides et les Harkonnen, c'est que donc on rejoue le match entre la Grèce antique et la Rome antique. Les Atreides, c'est une référence aux Atrides, donc c'est d'ailleurs même Leto, donc le père de Paul Atreides, Leto Atreides, ça veut dire Leto veut dire mort en grec, donc on est vraiment sur le côté très grec, très ce match-là contre la Rome antique. On le voit très très bien dans les romans. Le baron Harkonnen, c'est un espèce de Néron, avec on voit que c'est un empereur totalement entre Néron et Caligula. Enfin, il y a tout un jeu en fait, et ça c'était Frank Herbert qui aimait vraiment inclure des références historiques à travers ses romans, chose qu'on retrouve pas beaucoup en fait dans la série pour l'instant. Là, les références que je vous donne, c'est vraiment des références en lien avec les romans, références qu'on retrouve assez peu finalement dans la série et un petit peu dans le film de Villeneuve, mais c'est vrai qu'on joue les 2 matchs entre 2 grands ennemis et la maison Corino qui est entre les 2. Là, ça suit quand même pas mal les romans les préquels. Tu parles de références mythologiques. Effectivement, la quête de Paul Atreides dans Dune, elle est clairement mythologique, d'ampleur mythologique. Là, la série, elle prend une option totalement différente. Il n'y a pas de héros dans cette série d'une prophétie. Il y a un personnage central, on l'a dit, la révérende mère, qui n'est pas vraiment une héroïne. Par ailleurs, quand on a vu Dune, on se dit que c'est plutôt une méchante, puisque c'est les Harkonnen qui sont plutôt présentés comme les méchants de Dune. Donc ça peut surprendre quand on commence à regarder. L'empereur n'est pas spécialement, qui est aussi un des personnages principaux de la série, n'est pas spécialement un héros en tant que tel. C'est quand même la grosse différence, moi j'ai trouvé, de scénario. On n'est pas du tout dans la même logique d'un récit, on va dire, d'aventure, grand public, qui a peut-être séduit aussi les gens dans Dune. On est beaucoup plus, en effet, dans une intrigue de cours, comme on l'a dit tout à l'heure, façon Game of Thrones ou House of the Dragon. Dans Game of Thrones, il n'y avait pas de héros vraiment clair. En tout cas, le seul qu'on pouvait prendre pour un héros, il meurt assez vite. On est plus, en effet, dans on parlait de référence, de cette vision de ce conclave de femmes vues quasiment comme des sorcières. Et c'est assez amusant, parce que c'est un thème qu'on retrouve là, pour de bon, assez souvent ces dernières années. Dans les séries dans l'imaginaire, on a eu ça dans une des dernières séries Star Wars, dans The Acolyte, où il y avait cette espèce de monastère de femmes qui défiaient l'ordre des Jedi. On a eu ça d'une certaine manière dans une des dernières séries Marvel, Agatha All Along, qui parle justement des sorcières. Il y a toute une thématique du féminisme et de la sororité vue à travers les sorcières. Et c'est d'ailleurs intéressant puisque on sent que quand on a suivi la production de cette série, ils ont à chaque fois mis au poste de showrunner, ils ont à chaque fois mis une femme. Et c'est une femme qui a finalement fait la dernière version qu'on a vue à l'antenne, Alison Schapker, alors qu'au tout début, c'était Villeneuve et l'un des co-scénaristes hommes du film, mais qui s'est vite fait dégager. Donc en fait, on est beaucoup plus dans cet esprit-là, et le fait que, pour l'instant, l'héroïne principale, qui n'est pas une héroïne au sens classique du terme, mais qui est quand même la narratrice de la série, soit très ambiguë, je pense que ça participe aussi de ce point de vue-là, de montrer que ces femmes présentées comme les grandes manipulatrices de l'univers, c'est plus complexe que ça, mais on est en effet dans un univers où de toute façon il n'y a pas de bon et pas de gentil, comme Paul n'est pas non plus un héros au sens très positif comme on le découvre dans le second film. Manipulatrice et sauveuse aussi peut-être de l'univers. En fait, ce qui est intéressant avec Dune, c'est que on considère que Dune est une œuvre plutôt féministe à son époque. Quand le roman est publié, il y a
des personnages féminins qui sont beaucoup plus écrits que la moyenne. Frank Herbert a fait relire tout son roman par sa femme Beverly Herbert, qui l'a obligé à réécrire les personnages féminins qu'elle trouvait pas assez réalistes. Et c'est d'ailleurs Beverly Herbert qui a trouvé les titres à chaque fois pour les romans de Dune. Et donc Dune arrive avec des très beaux personnages féminins. Enfin, Dame Jessica, c'est un personnage magnifique, Chani aussi. Et donc c'est quand même une série c'est quand même une franchise littéraire qui déjà dès le début essayait d'avoir des personnages féminins beaucoup plus poussés que certains personnages qu'on pouvait retrouver par exemple chez Isaac Asimov ou chez les auteurs de l'âge d'or de la science-fiction, donc Arthur C. Clarke, Robert Heinlein et j'en passe et des meilleurs. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, Denis Villeneuve a essayé, en réécrivant notamment le personnage de Chani, d'apporter une modernité et de mettre en avant plus les rôles féminins dans Dune, puisque quand même dans Dune, le grand héros c'est Paul Atreides et Duncan Idaho plus loin après, mais c'est vrai que là on voit qu'il y a une envie quand même d'aller de féminiser aussi la franchise, mais c'est une féminisation qui a été aussi à l'influence de Denis Villeneuve, qui a toujours dans sa filmographie de très beaux personnages féminins, et c'est pour ça qu'il a voulu un peu réécrire certains rôles, et c'est pour ça que à la fin de Dune partie 2, le destin de Chani est totalement différent en fait que dans le roman. Dans le roman, Chani va suivre Paul comme une compagne entre guillemets docile, alors que dans le film elle décide de prendre sa propre indépendance et de ne pas être le pion justement d'une partie d'échecs galactiques. Féminisation, donc on retrouve dans cette série d'une prophétie qui est beaucoup centrée sur des personnages féminins. Pour clôturer ce débat, je voulais qu'on élargisse un tout petit peu à l'univers de Dune, qui donc a été doublement adapté en film avec un sacré succès quand même. On parle de plus d'1 milliard cumulé au box-office pour les 2 films qui ont donc enclenché cette première série. On aura peut-être d'autres, on parlait peut-être d'un Dune cinématique univers, peut-être, il y a peut-être moyen de monter quelque chose comme ça. Comment vous expliquez, c'est quand même une œuvre qui est assez vieille, qui a plus de 40 ans, il me semble, qui est sortie dans les années 80, avant encore plus. Les années 60. Comment on explique que c'est aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce qui fait que l'univers de Dune, aujourd'hui, trouve un écho qu'il n'avait plus? Il y a eu la tentative de Lynch, effectivement. Alors, Dune est un roman qui a été prépublié dans les années 63-64, qui est sorti en France dans les années 70 dans la collection Ailleurs et Demain. Pourquoi Dune parle autant? Autour de l'écologie, c'est une des grandes thématiques de Dune. On avait déjà dans Dune, le roman, c'était la première fois qu'on voyait un mot comme écosystème apparaître. On n'avait jamais vu ça réellement. Donc il y a toute la dimension écologique de Dune. Elle était à l'époque, c'était vraiment novateur. La guerre de l'épice, qui était en fait la guerre du pétrole et de l'essence, puisque Paul Atreides est une espèce de synthèse entre Laurence d'Arabie et la guerre de l'épice. Frank Herbert, il voyait ce qui se passait au Moyen-Orient et il a anticipé qu'il allait avoir des crises. Et donc l'épice et le pétrole. Donc il y a toute la question autour des ressources, la question de l'eau. Et donc c'est des thématiques qui sont assez importantes. Et notamment, il y a une autre thématique que se garde bien de parler à Warner, c'est la thématique du messianisme religieux. Paul Atreides, comme j'ai dit, c'est une synthèse de Laurence d'Arabie, Saint Paul, mais aussi du prophète Mahomet. Et Paul Atreides devient un espèce de messie religieux qui, plus tard dans le futur, lancera des djihad galactiques. Donc ça aussi, à l'époque, on n'avait jamais vu ça. Tous les mots arabes et le côté arabisant de Dune, c'était la première fois qu'il y avait des termes arabes dans une œuvre de science-fiction. À l'époque, c'était, on va dire, vu comme quelque chose de charmant, la vision qu'on avait du monde arabe en 65, elle n'est pas du tout la même qu'on a maintenant en 2024. Et c'est vrai qu'il y a toute une thématique autour du messianisme religieux, autour de la religion, qui est bien traitée dans le Dune partie 2, mais on ne s'attarde pas trop sur ça pour éviter des polémiques éventuelles. On a gardé un peu les éléments qu'on voulait finalement dans C'est Dune. ça. Et enfin, un truc important, Herbert l'a toujours dit, et il a écrit un texte qui s'appelle La jeunesse de Dune. Frank Herbert a dit que son livre, il ne faut pas suivre les héros. Il y a vraiment cette attention, gardez votre sens commun. Il y a tout un texte fascinant qui s'appelle La jeunesse de Dune, qui fait 4 pages, où Herbert explique bien que le pire pour l'humanité est de suivre des hommes providentiels, des hommes charismatiques. Il donne notamment des exemples politiques. Et donc il dit que, par exemple, que John Kennedy est peut-être un des pires présidents des États-Unis, parce que tellement tout le monde l'adorait qu'on était prêt à le suivre dans toutes les folies, alors qu'à l'inverse, Richard Nixon était un bon président, parce que tout le monde a vu son vrai visage en fait. Donc il y a aussi tout un autre propos qui est sur Dune, mais qui je trouve est très actuel à l'époque où maintenant on suit beaucoup d'influenceurs, c'est de ne pas suivre les personnalités charismatiques ou politiques. Et l'élection de Donald Trump, moi, me fait vraiment penser à l'alerte de Frank Herbert. On est plus que jamais dans l'actualité, et encore une fois on retrouve ce mantra de ne pas suivre les héros dans Dune prophétie, série donc à découvrir à partir de 18 novembre sur Max. J'en profite pour remontrer
le magnifique bouquin dirigé par Lloyd. Voilà, Tous sur Dune. Si vous avez envie très de lecture. développer, encore une fois, j'aurais pu laisser le micro ouvert de Lloyd pendant des heures, il en aurait dit encore plus. Voilà, c'est un super livre pour tout savoir sur l'univers de Dune. Il y a des interviews de tous ceux qui ont un jour mis la main, se sont risqués dans l'épice de Dune. Allez-y, jetez-vous, il est toujours en librairie. Ça fait un moment qu'il est sorti, mais toujours en librairie. En attendant, il n'y a pas que Dune dans la vie, heureusement. On va passer à nos recos de la semaine. On termine donc avec 2 séries qu'on va vous recommander de regarder en ce moment. Et je commence avec la tienne, Romain. On va changer un petit peu de genre. On va arrêter un tout petit peu dans la SF, puisque c'est la fin du monde. Ça se passe en Norvège cette fois. C'est une série de zombies norvégiennes. On peut la décrire comme ça. Pas tout à fait de zombies. Ça s'appelle Doomsday en tout cas. Ouais. Je te laisse nous en dire plus. Doomsday, c'est un jeu de mots. C'est pas Doomsday l'apocalypse, c'est plutôt le jour des idiots, puisque là c'est un virus qui transforme non pas les gens en morts-vivants, mais ça fait tragiquement baisser leur QI. Donc plus rien ne marche, les centrales nucléaires ne marchent plus, voire explosent, les avions s'écrasent. Donc c'est malgré tout la fin du monde parce que les gens sont devenus tous complètement stupides. Et on suit un petit groupe qui, eux, sont épargnés par ce virus et ont réussi à mettre la main sur le seul vaccin qui existe. Ils doivent le mettre en lieu sûr. Donc il y a toute une épopée à travers des paysages ravagés, sauf qu'eux aussi sont quand même naturellement un peu bébêtes, notamment le héros qui est un influenceur. On en parlait tout à l'heure. C'est un influenceur qui espère devenir rappeur, TikToker, etc. Donc il est quand même complètement con, si vous voulez me passer l'expression, et la petite bande qui l'entoure aussi. Et c'est vraiment une comédie qui pastiche toutes ces séries post-apocalyptiques qu'on voit fleurir sur nos écrans depuis une dizaine d'années, notamment Walking Dead. Et c'est tellement réussi que cette série a bien mérité le prix du meilleur scénario qu'elle a remporté lors du festival Cannes Série au printemps dernier. Ouais. Donc voilà, si vous êtes des amateurs de ce genre d'univers et que vous avez un peu marre des clichés de ces univers-là, jetez-vous sur Doomsday qui fait du bien. Pitch qui n'est pas sans rappeler Shaun of the Dead, peut-être un peu. Un peu Shaun of the Dead, un peu La Nuit des Fous Vivants, The Crazies de Romero, qui était un peu dans ce même esprit. Alors, pas aussi comique, mais malgré tout, lui prenait le contre-pied de son propre film, La Nuit des Morts Vivants. Donc en tout cas, ça fait plaisir de voir que tous ces clichés dont on est abreuvé peuvent être enfin détournés. Et ça donne envie, ça s'appelle donc Doomsday, c'est à voir sur Série Club, la chaîne qui est accessible notamment via MyCanal. Exactement, et ça démarre demain. Ça démarre tout à fait le 14 novembre. On termine avec toi, Lloyd, ta reco du moment. C'est une série qui a fait un peu de bruit. Ouais, je vais pas être très original, je suis désolé. Ouais, sur c'est Netflix, ça. C'est Arcane bijou d'animation. 2, ouais, c'est ça. Arcane, c'est génial. Si vous connaissez pas encore la série, foncez. Inspiré de l'univers de League of Legends, fait par un studio d'animation français qui s'appelle Fortiche, qui a été racheté par Riot devant le triomphe de la première saison. Arcane, c'est une espèce d'anomalie quand même, en termes d'animation, en termes de qualité, c'est assez exceptionnel. Moi, je trouve ça vraiment dingue. Très efficace, univers un peu steampunk. Et moi, je ne peux que recommander. Je préfère ne pas dévoiler l'intrigue parce que je pense qu'il faut vraiment vivre Arcane. Mais moi, ça me bluffe toujours en termes d'efficacité narrative, en termes d'efficacité de personnages aussi. Enfin, vraiment, les personnages d'Arcane sont très très forts. Et puis, il y aura que 2 saisons. On a envie la saison finale. Voilà, c'est la saison finale. Ouais. Donc en plus, c'est court. Souvent, on se plaint qu'il y a des séries à rallonge. Là, c'est court et j'aimerais bien. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que va faire Fortiche ensuite. Et avec vraiment, les moyens de Riot derrière eux, maintenant, effectivement, ça peut aussi et s'ils gardent cette écriture, parce que je pense qu'on est beaucoup, peut-être Romain peut vite faire rebondir dessus, mais c'est une anomalie, Arcane, non personne l'a vu venir, c'est évident. Tout le monde l'a pris un peu d'eau en disant c'est d'après l'univers d'un jeu vidéo, on connaît pas trop, voilà, c'est juste un produit marketing, un produit dérivé, et puis pas du tout. Alors en effet, est-ce que les moyens de Riot qui les a rachetés va leur donner les mains libres ou au contraire les brider? Parce que justement, c'est peut-être parce qu'ils étaient un petit peu indépendants qu'ils ont réussi à balancer un truc pareil. Voilà, c'est un petit peu le risque qu'on peut. L'écriture est américaine et la réalisation est française. Donc quand même, toute la partie scénario et ce qui est très fort de la série vient des États-Unis. Donc c'est une espèce de synthèse syncrétisme incroyable. De deux mondes, mais qui en tout cas nous rend fiers quand on parle d'Arcane, de ce que la France peut produire en série d'animation. Notamment, il y a une vraie filière française là-dessus. C'est donc à voir sur Netflix, 2 saisons pour Arcane. Merci Lloyd, merci Romain d'avoir été le guide d'aujourd'hui pour explorer l'Imperium de Dune, cette fois non pas Arrakis mais l'Imperium. Et pour ces belles recos, émission, si vous en avez raté une partie, à revoir évidemment en podcast ou en replay sur notre site, sur YouTube aussi, et puis sur toutes les plateformes. Vous avez l'habitude et moi je vous dis à très vite pour l'épisode suivant.